Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour Dimanche en politique, émission consacrée aujourd'hui à ces candidats à la présidentielle qui se disent hors système. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, des candidats en marge des partis traditionnels, boostés par les difficultés du Parti socialiste et des Républicains. Ils pourraient créer la surprise le 22 avril prochain. Aujourd'hui, nous recevons leur soutien en région, Centre-Val de Loire. Sabine Thillaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes basée à Saint-Cyr-sur-Loire, issue d'un collectif citoyen. Vous avez rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche, où vous êtes en charge des questions européennes. Tout à fait, questions européennes, en Touraine bien sûr, pas au niveau national. Et je suis très contente de cette nouvelle offre en politique. Merci. Michel Chassier, bonjour. Vous êtes élu Bonjour. du Front National du Loir-et-Cher, président du groupe au Conseil régional, et vous faites campagne pour Marine Le Pen. Merci d'être avec nous. Et Lionel Thurat, candidat aux prochaines législatives dans l'Indre, bonjour, pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Merci aux internautes qui ont réagi nombreux sur Facebook à cette question. Pourquoi, selon vous, un candidat hors système pourrait créer la surprise? Nous reviendrons sur vos réactions au fil de l'émission. Avant d'aborder les principales mesures que vous défendez chacun, un mot sur l'ambiance de cette campagne. Emmanuel Macron qui reçoit un œuf au Salon de l'Agriculture, Marine Le Pen accueillie par des manifestants à Nantes et François Fillon, candidat fragilisé qui ne se déplace qu'avec un impressionnant cordon de sécurité. Qui veut réagir là-dessus? Sabine? C'est regrettable pour la démocratie, parce qu'on a plutôt besoin de confronter nos idées pour faire avancer le pays, que je crois que nous aimons tous. Et ça, c'est des événements et des choses qui perturbent grandement la campagne. Mais il faut revenir sur terre et essayer de réengager la vraie discussion. Lionel Thurat. Oui, alors ce sont des événements très malencontreux, mais en même temps, en ce qui concerne ce candidat des Républicains, je pense que la justice doit passer. Il va être mis en examen. Après tout ce qu'il avait dit, peut-il être encore ce candidat? C'est aux Républicains de le dire. Pour le reste, on est dans des batailles que l'on voit de temps en temps, cette histoire d'œuf sur Emmanuel Macron, bien sûr. Il y en a d'autres qui ont pris des œufs ou d'autres choses. Oui, Michel Chassier, ça a été compliqué pour Marine Le Pen à Nantes. Non, non. Oh, il y a eu des manifestations, d'ailleurs. On ne peut pas parler de manifestation. Le droit de manifester, ça, on le reconnaît à tout le monde. Hein. Il s'agit d'actes extrêmement graves qui ont été commis sur la voie publique et avec une certaine passivité des forces de l'ordre, je crois. Et là, il y a une responsabilité de M. Cazeneuve, directement. Mais bon, Marine Le Pen a quand même réussi son pari et la campagne se déroule normalement. Je dirais, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on assiste véritablement à une panique dans les rangs du système. Une véritable panique où on voit les candidats aussi bien du PS que des Républicains qui pratiquement sont éliminés du premier tour dans tous les cas de figure. D'où ce ralliement massif et ce soutien du système à Emmanuel Macron qui n'est pas anti-système et qui est le candidat on qui en est vraiment, reparlera si vous voulez. c'est vraiment le dernier recours du système. On va aller sur le fond. Parmi vos mesures phares, l'emploi, préoccupation majeure pour beaucoup. 3,72 millions de personnes sont au chômage. Dernier bilan, près de 10% de la population active. Alors qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, on est en dessous de 5%. Sabine Thillaye, on a longtemps reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir de programme. Comment relancer l'emploi? Comment relancer l'emploi? D'abord aussi par des investissements, mais aussi en particulier par la formation professionnelle. Parce qu'il est vrai, ça fait maintenant depuis plus qu'une trentaine d'années qu'on a essayé des petites mesures de gauche et de droite, mais qu'on ne s'est jamais vraiment préoccupé de qualifier les gens. Le monde change, on a besoin aujourd'hui d'autres qualifications qu'on avait besoin, par exemple, il y a 30 ans. Nos entreprises cherchent parfois aussi, c'est ça qui est assez incroyable, du monde pour les embaucher, on n'en trouve parfois pas. Donc on a besoin surtout des gens qualifiés et que c'est pour ça qu'il faut donner les moyens à des chômeurs justement qui sont au chômage de longue durée et une formation. Mais ça, c'est une qualifiée. mesure qu'Emmanuel Macron n'aurait pas pu initier lorsqu'il était ministre?
Je pense honnêtement qu'il n'avait pas vraiment la liberté qu'il a aujourd'hui. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est ce plan de transformation qu'il n'a pas fait tout seul. Nous avons tous travaillé, les adhérents militants, en atelier. On a eu un questionnaire. On s'est parfois trouvé vraiment entre entrepreneurs et syndicalistes en face, qui est quand même une nouveauté. On engage la discussion. Et ça, je trouve ça extrêmement rafraîchissant de sortir de ce clivage gauche-droite, etc., de ces clivages, à la limite, je dirais, c'est presque devenu un sport national en France, de dresser les uns contre les autres. Alors, il y a une loi qui a dressé les uns contre les autres, c'est la loi travail. Du côté de la France insoumise, vous voulez l'abroger? Oui, tout à fait. C'est une des premières mesures que nous préconisons. Moi, je pense qu'en matière d'emploi, ce qui freine l'emploi en France depuis tant d'années, contrairement à ce qui est toujours dit, à savoir, on parle toujours du coût des charges, qui ne sont pas des charges, je le rappelle, mais bien des cotisations sociales. Moi, je crois que ce qui freine l'emploi, c'est véritablement un problème d'investissement. L'investissement privé est en panne complètement depuis des années. Comment le relancer ? Alors, comment le relancer ? C'est ce que nous proposons dans le programme. C'est nous les seuls à proposer une relance par l'investissement vraiment aussi puissante. Et attention, c'est que cet investissement ne doit pas aller n'importe où, parce que effectivement, si mettre de l'argent, c'est fait pour pérenniser une économie qui ne vise qu'à produire des choses qui sont secondaires, voire qui sont nocives, nous, notre investissement, on veut le faire dans les domaines de l'écologie, dans le domaine de la transformation énergétique. Et vous pensez que ces entreprises vont vous suivre ? Alors, les entreprises, de toute façon, en France, elles ont déjà ce qui est fantastique, en plus, dans ce pays, c'est qu'on a des capacités, on a des savoirs qui sont là, et je pense qu'il faut mobiliser les entreprises là-dessus. En plus, on a des territoires qui sont absolument extraordinaires. Bon, Jean-Luc Mélenchon parle souvent de la mer. C'est vrai qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça, parce qu'on est quand même le deuxième territoire maritime au niveau du monde. Donc, il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Mais dans la transformation écologique, il n'y a pas que la mer. Il y a aussi les énergies renouvelables. Il y a aussi l'agriculture biologique. On parlera peut-être tout à l'heure de santé, mais il faut savoir que un des éléments absolument important pour améliorer la santé des gens, c'est bien sûr d'avoir une alimentation correcte. Et si on continue... Oui, mais là, on est vraiment sur l'emploi. On va y rester si vous le voulez bien. Je vais vous donner la parole, Michel Chassier, parce que vous aussi, vous avez la loi travail en ligne de mire. Oui, nous avons dès le début combattu la loi travail qui était une loi qui fragilisait encore davantage, je crois, la situation des Français qui sont déjà en situation précaire, avec un taux de chômage important, un taux d'emploi précaire important. Donc nous estimons que ce n'est pas la solution. Mais créer de l'emploi, puisque tout le monde est d'accord pour en créer, mais tout le monde est d'accord aussi pour dire que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Alors, comment les entreprises peuvent-elles créer de l'emploi ? Nous proposons un certain nombre de mesures, effectivement, qui reconduisent certains dispositifs, ou comme le CICE et autres. Bon, il y a la question, on a dit, des cotisations, des charges sociales. Il y a la question de la simplification administrative, mais il faut aussi, je crois, d'abord un carnet de commandes. Pour avoir un carnet de commandes, mais que veut faire le Front National pour ça ? Pour cela, d'abord, il faut donner les conditions d'une relance économique. Or, nous n'avons plus les leviers. La France a abdiqué, n'a plus les leviers de la machine. Emmanuel Macron peut proposer ce qu'il veut. Il monte dans une voiture, c'est pas lui qui tient le volant, il ne contrôle pas les freins. Il est dans une Google Car, il n'a pas choisi la destination puisqu'il a abdiqué. C'est l'Europe qui nous fixe les règles. Et la zone euro est celle qui a le plus faible taux. On va parler de l'Europe dans un second temps. Je vous laisse réagir là-dessus, Sabine Thibault. Non, là, je suis absolument pas d'accord. Évidemment, le point où on peut se retrouver, c'est effectivement, il faut aussi un plan d'investissement, mais il faut également aussi réduire, malgré tout, en face, les dépenses de l'État. Donc, il faut que ce soit, et nous, les entrepreneurs, si vous me permettez de parler aussi en tant qu'entrepreneur, on a quelque part besoin d'air et on a besoin d'une forme de flexibilité parce que on a une petite entreprise, nous on a créé 8 emplois, on n'a jamais eu la moindre d'aide, mais on aurait pu en créer plus si on avait un peu moins de rigidité, un peu moins d'administratif, etc. Et en particulier les charges. Je vous laisse finir. Oui, aussi les charges, la baisse des charges que Emmanuel Macron propose particulièrement sur les bas salaires, elle est vraiment bienvenue. Plus un investissement dans la formation et de la compétence, on pourrait avancer. Ça fait 25 ans qu'on allège les charges. Ça fait toutes ces solutions, le CICE, le pacte de stabilité, où est le million d'emplois qui était promis par Pierre Gattaz quand on a mis ces mesures sous le gouvernement Hollande, malheureusement, en marche ?
Je dis En Marche, hein, vous voyez, je fais la liaison avec vous, parce que vous allez continuer ça. Vous allez continuer ça. Toutes les politiques qui vont continuer ça vont aboutir dans le mur. Les solutions qui sont proposées par les libéraux, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, si vous regardez les taux de pauvreté dans les pays où elles sont proposées, ils sont toujours supérieurs à nous. Vous prenez le taux de pauvreté en Allemagne, il est supérieur à la France. En Angleterre. Pas en pauvreté absolue. Mais bien sûr que si. Je peux vous sortir les chiffres si vous voulez, ils sont là. Hein. J'ai un taux de pauvreté en France aujourd'hui qui est de... Cette flexibilité-là n'est pas une bonne idée. Non. Dans les pays où on a mis cette flexibilité en marche, elle ne fonctionne pas, même en Suède. Je vais vous prendre la Suède parce que c'est un pays que j'adore, et c'est un pays qu'on cite souvent en exemple comme étant un modèle social. C'est vrai, c'était dans les années 70-80. Mais savez-vous que le taux de pauvreté en Suède était de 8% en 99 ? À la suite des merveilleuses réformes qu'ils ont faites, ils sont passés à 14,5%. Donc si vous voulez... Moi, cette chose-là, c'est quelque chose dont je ne veux plus entendre parler. J'entendais hier quelqu'un qui, sur une grande radio périphérique, parlait à Emmanuel Macron. Non, c'était d'ailleurs ce matin, je pense. Et c'était un entrepreneur comme vous. Et Emmanuel Macron lui dit, vous savez, pour vous, voilà ce qu'on va faire, puisque vous vous plaignez, vous avez trop de charges, ce qu'il appelle toujours des charges. On va vous supprimer sur les emplois du SMIC, sur votre SMICAR, là qui est chez vous, 100%, on élimine les charges sociales au niveau du patronat. 60% pour 2 fois le SMIC. Et la personne en face lui répond encore, mais vous savez, de toute façon, même si vous faites ça, je m'en sors pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a compris. La solution, elle n'est pas là. D'accord. Ça, c'est... Et de toute façon, on les paiera ailleurs. Les cotisations sociales, il va bien falloir les payer. Que propose M. Macron? Il va augmenter la CSG, qui est à 7%, elle va passer à 8,6%. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable? Alors, il y a une autre préoccupation majeure et qui a été au cœur des premiers débats. C'est la santé. La droite envisageait de dérembourser certains soins. Ce n'est pas votre position? Non, pas du tout. Particulièrement au contraire, rien qui est indispensable doit être déremboursé et au contraire, on doit aider, par exemple, il parlait de petits soins. Les lunettes, tout ce qui touche au dentaire. Par contre, là, on doit vraiment intervenir et investir, c'est dans la prévention. Ça veut dire que dans la prévention de santé, effectivement, aussi dans la manière de se nourrir, de s'alimenter, là, il y a beaucoup de choses à faire que justement Emmanuel Macron prévoit dans son plan d'investissement. Il y a aussi un problème, aujourd'hui on a une société vieillissante, donc l'hôpital est souvent aussi absolument en surcharge, les urgences et tout, parce que les médecins partent en retraite, les personnes âgées vont souvent aux urgences, donc on a besoin des maisons, soutenir des maisons médicalisées pour que c'est aussi votre programme, les premiers soins se le développement font à des maisons médicales dans les déserts médicaux et le maintien des hôpitaux de proximité. Oui, je crois que à peu près tout le monde est d'accord sur ces sujets. Il faut en effet garantir l'accès aux soins. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire garantir l'accès aux soins. Là, il y a l'aspect du remboursement, donc l'aspect pécuniaire. Donc il faut garantir le remboursement et il faut garantir l'accès aux soins sur le territoire. Et comment on finance tout ça? Alors, le financement, c'est justement... On en revient à la discussion de tout à l'heure. C'est que si on supprime les cotisations sociales, forcément, le financement va se retrouver reporté par le biais des impôts, quels qu'ils soient, que ce soit les impôts sur le revenu, la CSG ou les taxes. Donc, ça n'est pas possible d'aller dans cette voie-là. Il y a besoin... À côté du plan de relance dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se monte à 100 milliards, il a été chiffré, parce que nous avons fait un chiffrage qui a été 5 heures d'émissions télévisées pas télévisées d'ailleurs, c'était sur YouTube, excusez-moi, pour démontrer ce que c'était que ce chiffrage. Il a été remis en question, il peut être remis en question. Mais les chiffres sont là. Il y a 100 milliards de relance en ce qui concerne l'activité. Et il y a aussi, nous, de notre côté, on n'a pas peur de le dire, il y a aussi besoin d'augmenter les dépenses publiques, contrairement à ce qui est prôné. Et là, je pourrais rejoindre certaines analyses au niveau de l'Europe. Parce que on vit sous l'étranglement des normes qui sont imposées à l'Europe par la pyramide des âges allemande, sur laquelle on a besoin d'argent pour les rentiers, et donc on est dans cet étranglement de la BCE sur tout ce qui se passe dans l'Europe. Il faut continuer à dépenser. Mais moi je dis au niveau, parce qu'il s'agit de financer effectivement le remboursement des soins et de faciliter l'accès. Nous proposons un certain nombre de solutions, notamment une action sur le prix des médicaments, etc. Nous proposons au niveau des économies de supprimer l'aide médicale d'État réservée aux clandestins. Il y a un certain nombre de pistes d'économie.
Pour le reste, il y a des mesures à prendre qui n'entraînent pas forcément de dépenses supplémentaires. Parce que quand on va avoir une médecine de proximité, on va éviter de surcharger les urgences, on va éviter les transports médicaux qui sont un vrai problème, qui ont un vrai coût pour la sécurité sociale. Donc il y a une gestion du système à revoir et je pense C'est-à-dire qu'en excluant certaines personnes du système de soins, ça fera les économies suffisantes? Moi, je pense pas. Non, mais il ne s'agit pas d'exclure des personnes. Il s'agit que l'aide médicale d'État, en ce qui concerne les clandestins, on n'a quand même pas à les prendre en charge. Enfin, les microbes ça relève, les clandestins. Non, mais ça relève des organisations internationales. Nous, ça relève des organisations internationales. C'est pas à la France de financer. Nous paierons aussi. Moi, si vous me permettez, j'aimerais bien revenir vers ce que vous avez dit de la dépense publique et l'endettement. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut encore aller dans cette direction-là et charger les générations futures. Parce qu'on a 2 000 milliards d'euros de dette. Et cette dette-là, ça veut dire qu'elle nous enlève, vous qui aimez la souveraineté, elle nous enlève de la souveraineté. Parce que si on est trop endetté, qui décide les créanciers? On va venir à l'équilibre budgétaire. J'aimerais juste qu'on s'arrête quelques instants sur la réaction d'un internaute. Justement, lorsqu'on a posé cette question des candidats hors système, entre guillemets. Do à Morlac nous dit « Ce candidat, s'il existe, doit présenter un nouveau mode de fonctionnement. Il ne doit pas simplement critiquer les idées de ses adversaires, il doit piocher dans les idées des uns et des autres pour proposer un programme qui redonnera aux Français l'envie d'aller voter. » Justement, c'est la démarche d'En Marche. Ça veut dire quand on dit et gauche et droite, c'est parce que souvent on dit que c'est ni gauche ni droite. Ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui sont très bien à gauche et il y a des choses qui sont bien à droite. Donc là, on essaye de trouver le point d'équilibre. Parce qu'il faut emmener les gens. Il faut emmener, parce que quand chacun va faire 15, 20, 30% simplement, on n'emmènera pas le pays. Parce que c'est parfois 15 ou 20% sur des différences qui sont très importantes. Oui, mais on n'emmènera pas le pays. Et aujourd'hui, on est dans une impasse. On a absolument besoin d'emmener le plus de monde possible. Michel Placé, avant d'aller sur l'équilibre budgétaire, parce qu'on va en parler. Bien sûr, le ni gauche ni droite, il y a très longtemps que nous le disons au Front National et que nous le pratiquons. Je crois, il n'y a aucun parti ou mouvement politique en France qui a fédéré autour de lui des gens d'horizons aussi différents. Je parle aussi bien de leur origine politique. Il y en a qui viennent de l'extrême gauche, il y en a qui viennent de droite, il y en a qui viennent de tous les horizons politiques et de toute catégorie sociale. C'est un des rares mouvements politiques où on retrouve des chefs d'entreprise comme vous, on retrouve des médecins, on trouve des ingénieurs, on trouve des fonctionnaires. Et on trouve des gens vous avez un autre point commun, tous les deux, dans le programme présidentiel d'En Marche et du Front National, il y a un objectif de 60 milliards d'économies. Comment comptez-vous y arriver? J'aurais aimé répondre sur ni gauche ni droite un petit peu avant. Allez-y, et puis je après on va réponds sur revenir ni sur gauche cette ni droite, histoire parce que moi, contrairement à effectivement Emmanuel Macron et contrairement au Front National, moi je pense que le clivage gauche-droite, il existe encore. Alors on peut l'appeler comme on veut, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que nous avons affaire à deux systèmes qui sont présents dans le monde. Malheureusement, pour l'instant, on n'a plus qu'un seul système, c'est le système de l'argent. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'appelle la gauche et la droite par rapport à ça, mais moi, je sais ce que je veux, c'est qu'on arrête d'avoir un accroissement des inégalités, comme il se passe depuis des décennies, entre des riches, ce qu'il faut appeler des riches, et des pauvres. Donc moi, mon problème, il est là. Mon problème, il est là, et ce que je veux dire, c'est que tant qu'on sera dans le système qui favorisera le fait d'amener toujours de l'argent vers le haut de cette pyramide et qu'on n'aidera pas ceux qui sont en bas, ça ne peut pas marcher. Pour moi, c'est ça la rupture. C'est ça, être hors système ? Alors, c'est ça, être hors système, actuellement. Parce qu'effectivement, actuellement, tous les pays marchent dans ce sens-là. Je pense qu'il est absolument indispensable que la France prenne en main cette idée qu'elle a déjà eue par le passé, cette idée véritablement de la lutte sociale, cette idée de remettre effectivement aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure d'antisystème, il y a aussi un problème dans les institutions. C'est-à-dire que nous, notre idée, c'est que les institutions telles qu'elles sont là, depuis 1958, pour nous, elles sont à bout de souffle. Alors justement, il y a deux réactions sur Facebook là-dessus, et j'aimerais quand même vous en faire part, parce que ça rejoint pas mal d'autres commentaires qu'on a eus. Pierre-Jean Domingue qui nous dit « On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, Mélenchon et Le Pen représentent des partis minoritaires qui souhaitent changer profondément les institutions, jusqu'ici rejetées par le peuple. Minoritaire ne veut pas dire hors système. » Sabine Tilley,
pour En Marche. Pour ma part, donc c'est Karim qui parle, il dit pour ma part, Emmanuel Macron n'est absolument pas un candidat hors système, justement c'est un candidat du système. Et pourquoi? Il est l'ami des banquiers, il sort de la banque Rothschild. Pour moi, Emmanuel Macron est tout à fait un candidat hors système, parce que depuis des années, qu'est-ce qu'on fait en France? On clive, je dis. C'est le système gauche-droite, etc. Moi, le fait hors système, c'est qu'on trouve vraiment cette plateforme dans laquelle on peut s'entendre. Alors, et quand on est à gauche et à droite, comment on fait 60 milliards d'économies? Comment on fait 60 milliards d'économies? Il y a de toute manière le plan d'investissement déjà qui a des effets économique, on modernise aussi l'État. Donc vous attendez un retour sur... Alors vous allez d'abord investir et attendre que cet argent... Les deux, on investit, les deux. Donc on dépense d'abord. Non, on ne dépense pas d'abord parce qu'en même temps, on fait des économies sur le fonctionnement de l'État, la modernisation, où vous allez faire sur le fonctionnement. C'est-à-dire sur le fonctionnement. Donc concrètement, c'est quoi? C'est des emplois en moins? Il y a l'État, il y a les collectivités territoriales, etc., sur lesquelles on peut donner plus d'autonomie, par exemple, aux collectivités territoriales, parce qu'il faut qu'on descend un petit peu de cette histoire de jacobinisme vers quelque chose d'un peu plus large, plus d'autonomie au niveau des collectivités locales, par exemple, qui peuvent faire des économies de fonctionnement sur le quinquennat à hauteur de 15 milliards d'euros, en recourant aussi à des emplois privés, en gérant autrement donc leur personnel. Moins de fonction publique. Pas forcément moins les emplois privés, c'est pas... Tout à fait. Non, alors, parce que... Ce que je veux expliquer, c'est que... On va laisser terminer, puis ensuite Michel Chassé, s'il vous plaît. Il y a un référentiel sur le quinquennat de dire on n'a pas besoin de remplacer forcément 120 000 fonctionnaires. Mais c'est un référentiel et ça doit se faire naturellement. On ne va pas dire d'un seul coup on supprime 120 000 ou... Alors Michel Chassé, s'il vous plaît. Il y aura des endroits justement où on manque... je voudrais revenir aux origines de la dette, parce qu'on nous parle de cet endettement des 2 milliards 200 millions d'endettement de la France. Il faut revenir à l'origine de la dette. Bien sûr, il faut analyser cette dette. Depuis quand la France est-elle en déficit budgétaire chronique? Depuis 1974. Et les États-Unis. Et pourquoi? On va laisser terminer. Et pourquoi? Parce qu'en 1973... Sous M. Georges Pompidou, on a voté une loi qui interdit à la Banque de France de prêter au Trésor public sans intérêt. Et donc, on a permis aux banques de cumuler plus d'un 1500 milliards d'euros d'intérêt. Il est là le déficit. Il est là le déficit de la France. Et M. Georges Pompidou, qui a voté cette loi, il sortait de la banque Rothschild, tout comme M. Macron. À la seule différence, c'est que lui n'avait pas raté le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Monsieur Chassier, c'est le même système. C'est ça la dette. C'est quand même un raccourci, parce qu'entre-temps, on a vécu depuis des années au-dessus de nos moyens. Lionel Thuram. Monsieur Chassier, d'aller peut-être un petit peu trop loin. Moi, ce que je dirais, mais c'est la vérité ce qu'il a dit, mais moi, ce que je dirais, c'est que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est la même chose au niveau de la BCE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une BCE qui prête, c'est de l'argent, c'est notre argent, quelque part, c'est l'argent des Européens. Bon. Et donc, cet argent est prêté à des banques à 0%. Et ces banques sont chargées de le reprêter, effectivement, pour l'investir, soi-disant, dans l'activité, dans l'économie réelle. Et là, déjà, sur ces 0%, elles se font du gras. Bon, il faut quand même... Voilà où on en est. Et quand on parle de la dette, nous, ce qu'on propose déjà, si on en vient tout à l'heure à l'Europe, c'est que dans les négociations, on est dedans déjà, vous voyez. Alors, dans les négociations déjà qu'on veut absolument imposer dans ce qu'on appelle le plan A, il y a déjà le qu'est-ce que c'est que cette dette? Analyse de cette dette. On ne pourra pas, de toute façon, personne ne paiera cette dette. C'est une plaisanterie. Les Grecs ne paieront pas leur dette, les Français ne paieront pas leur dette, les Américains ne paieront jamais leur dette, personne ne paiera la dette. C'est du n'importe quoi, ça ne tient pas debout. C'est justement ce qui vous éloigne, c'est que En Marche est un parti pro-européen. Du côté du Front National, on veut sortir de cette Europe. Du côté de la France Insoumise, on n'est pas pro-européen non plus. Si, on est pro-européen, mais pas n'importe quelle Europe. Alors écoutez, je vais terminer ma question. La France Insoumise prône une refondation des traités européens. Complètement. Comment faire et qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Alors, ce que l'on entend dans la renégociation des traités européens, c'est déjà, je viens vous expliquer l'histoire du statut de la BCE. Il est absolument inadmissible que la BCE se comporte comme ça. Donc, il faut qu'elle est indépendante, soi-disant.
Bon, il faut qu'elle soit effectivement, faut qu'on puisse lui demander des choses et en particulier de vraiment financer directement les États. Bon, donc on a ce qu'il faut en France. Hein. On a la BPI. La BPI, le seul problème, c'est que M. Hollande a oublié de mettre une signature sur une page qui donne la possibilité à cette banque effectivement d'emprunter auprès de la BCE. Mais il suffit de mettre cette signature, on emprunte. C'est de là que viennent effectivement 100 milliards qu'on peut emprunter à un taux très très faible, normalement 0%. Bon, donc voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a d'autres choses. Par exemple, il y a la directive sur les travailleurs détachés. Comment on revient sur les traités européens? Eh bien, on négocie, on va discuter avec Mme Merkel. Alors, ma voisine... Oui, elle va s'exprimer également là-dessus. Il se trouve que dans ma famille, ma belle-mère est allemande et que ma femme est aussi, vous voyez, donc, et qu'elle est prof d'allemand comme vous. Donc, c'est un sujet que je connais très bien. Eh ben, on va lui donner... Il faut discuter avec nos amis allemands. Il n'y a aucun souci, ce sont nos amis. Eh ben, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Sabine Thieley, En Marche, c'est un mouvement pro-européen. Ouais. Le seul à choisir, en fait, de respecter l'engagement d'avoir un déficit ou en dessous des 3% du PIB. Expliquez-nous votre vision. Ça veut dire, quel que soit le partenariat qu'on a dans la vie, le maître mot est confiance. Ça veut dire qu'il faut une confiance mutuelle. Hein. Nous avons tous nos cultures un petit peu différentes. Effectivement, pour les Allemands, la solidité d'un budget est extrêmement importante, de par notre histoire aussi. Donc, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on arrive peut-être à un point où ce système, même en Allemagne, arrive un petit peu à bout de souffle et qu'il faut promouvoir plus d'investissements. Mais pour qu'en Allemagne, on puisse arriver à ça, il faut avoir confiance en la France. Hein. Il faut pouvoir compter sur les réformes qui s'engagent en France pour qu'on puisse dire oui, on va pouvoir aller vers, par exemple, une zone euro qui puisse avoir son budget propre, qui puisse avoir un ministre de Finances, d'économie et tout ça. Ça ne pourrait pas se faire sans la France et l'Allemagne. Donc là, c'est très important d'avoir cette... Vous n'y croyez pas du tout. Écoutez, nous proposons aussi, Marine Le Pen propose une négociation, hein, oui, évidemment. La sortie de l'euro, à condition que la France fasse des réformes. On va proposer une négociation, mais je crois que nous ne serons pas les seuls. Nous ne serons pas les seuls. Le mouvement qui est en train de se produire en ce moment se produit dans d'autres pays européens. Et les questions sous-jacentes, les questions de la dette grecque et italienne qui sont cachées sous le tapis pendant les élections en France et en Allemagne, ils vont suivre. On en parlera après. La France joue quand même dans le même cadre que l'Espagne et l'Italie. La France peut suivre. Donc ces questions-là ne sont pas résolues et il faudra vraiment mettre les choses sur le tapis. Il faudra négocier avec l'Europe. Et évidemment, je pense qu'à terme, il faudra une refondation totale. Nous sommes européens, comme tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Plus sortir de l'Europe. On arrive à la fin de cette émission. Nous sommes des Européens, mais nous ne voulons plus des institutions qui nous sont imposées. Voilà. C'est très intéressant d'avoir Madame à côté de moi, parce que moi, je respecte profondément les amis allemands qui sont des amis, des membres de ma famille, etc. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas cacher, c'est que nos deux pays ont des structures de populations qui sont complètement différentes. Et donc, nous n'avons pas les mêmes besoins. La population allemande est très vieillissante. Eh bien, vous avez 260 000 jeunes qui sortent sur le marché du travail en Allemagne chaque année. C'est 600 000 en France. On n'a pas les mêmes besoins. C'est un vaste débat. On y reviendra sans doute dans cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Tout de suite, vous retrouvez Francis Letellier pour Dimanche en politique. Très bon week-end à tous.